Sur la côte floridienne, tel un mirage sculpté de marbre et d'or, se dresse un palais qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Voici l'histoire tourmentée de la demeure la plus controversée d'Amérique. Mar-a-Lago. Au départ, ce fut le rêve impérial d'une seule femme, Marjorie Merriweather Post. Elle conçut Mar-a-Lago comme son trône éternel, une salle de banquet où les rires résonnaient alors même que le pays sombrait dans la Grande Dépression, la guerre et la misère. Ici, les lustres en cristal brillaient d'un éclat plus vif que l'espoir de millions d'Américains. Mais cette villa ne fut jamais qu'une simple résidence de plaisance. En ces lieux, se sont réunis ceux qui possédaient le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Des dîners glamour d'autrefois à la diplomatie feutrée de la guerre froide, le palais a fini par échoir à un futur président. Et Mar-a-Lago est devenu bien plus qu'un club pour privilégiés. C'est un symbole de lutte, de scandale et de la colère d'une nation divisée. Dans ces mêmes couloirs où l'on portait jadis des toasts à la paix, on débat aujourd'hui de documents secrets, de procès retentissants et de batailles politiques. Comment ce refuge doré est-il passé d'un sanctuaire féerique à une arène de sombres tractations, de destins brisés et de secrets dangereux? Quelle vérité se cache encore derrière ces lourdes portes? Si vous êtes fasciné par les enquêtes approfondies sur l'architecture de l'âge d'or et les dynasties qui l'ont bâti, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quelle histoire vous aimeriez que nous explorions. L'édifice surgit du rivage comme s'il avait été transporté d'un autre siècle, voire d'un autre continent. 128 pièces, 58 chambres, 33 salles de bain, des plafonds à la feuille d'or capturant la lumière du matin et des sols en marbre ayant traversé l'océan. C'est Mar-a-Lago, de l'espagnol mer à lac, s'étendant de l'Atlantique jusqu'à la voie navigable intracôtière. 17 hectares de ce qui devait être un paradis terrestre. Mais avant de devenir un club privé, avant d'abriter un président, avant les protestations, les gros titres et les enquêtes fédérales, ce lieu fut la réponse d'une femme à une question obsédante qu'elle ne pouvait fuir. Comment s'acheter une place dans un monde qui ne veut pas de vous? C'est l'histoire de ce manoir. Et comme tant de sagas américaines, tout commence par l'argent. Des sommes spectaculaires, et cette étrange réalité où la fortune peut ouvrir presque toutes les portes, tout en laissant les plus importantes fermement closes. Commençons avec Marjorie Merriweather Post. Née en 1887, héritière de la Postum Cereal Company qui deviendrait plus tard le géant General Foods. À la mort de son père en 1914, elle n'avait que 27 ans. Du jour au lendemain, elle devint l'une des femmes les plus riches d'Amérique. Au début des années 1920, sa fortune s'estimait en dizaines de millions de dollars, l'équivalent de plusieurs milliards aujourd'hui. Cet argent lui offrit de multiples domaines, des yachts et des collections d'art dignes de musées. Il l'aida même à trouver 4 maris, bien qu'il ne pût en retenir aucun. Pourtant, tout l'or du monde ne pouvait lui offrir ce qu'elle désirait le plus, une acceptation inconditionnelle au sein des cercles sociaux les plus exclusifs et les plus anciens d'Amérique. Le problème était simple et pour elle presque insoluble. Marjorie était une nouvelle riche. Sa fortune provenait des céréales, de boîtes de petits déjeuners vendues au peuple américain. Ce n'était pas l'argent du chemin de fer, ni celui des banques, ni ce genre de patrimoine bâti lentement sur des générations par des familles dont les noms figuraient dans les livres d'histoire. Les héritiers la regardaient de haut. Les Vanderbilt restaient polis mais distants. À Newport, lors des rassemblements les plus prestigieux, Marjorie ressentait toujours la présence d'un mur invisible. Elle recevait des invitations, certes. Elle était bien trop riche pour être totalement exclue, mais elle n'était jamais vraiment à l'intérieur. Le rejet était cuisant. Marjorie avait un goût impeccable. Elle collectionnait les trésors impériaux russes, le mobilier français, les peintures de la Renaissance. Elle recevait avec faste, elle était généreuse, cultivée, éduquée. Mais rien de tout cela ne semblait compter. La vieille société avait ses règles, et l'une d'elles dictait que l'argent des céréales n'était pas de l'argent sérieux. Pour comprendre la décision de Marjorie de construire Mar-a-Lago, il faut comprendre cette blessure. Le manoir n'était pas simplement une résidence d'hiver. C'était un manifeste, un argument gravé dans la pierre et l'or. Le message était clair. Vous ne m'acceptez peut-être pas, mais vous ne pourrez plus jamais m'ignorer. L'emplacement lui-même fut un choix calculé. Dans les années 1920, Palm Beach devenait le terrain de jeu hivernal des riches nordistes.
Le climat y était idéal, le littoral spectaculaire, mais les grandes maisons qui bordaient l'île appartenaient pour la plupart à ces mêmes familles qui faisaient sentir à Marjorie qu'elle était une étrangère. Elle décida donc de bâtir quelque chose de plus grand, de plus époustouflant, quelque chose qui ferait paraître leur demeure presque modeste en comparaison. La décision de commander Mar-a-Lago fut prise vers 1924. Marjorie acheta le terrain, une étroite bande de l'île Barrière de Palm Beach pour environ 1,5 million de dollars, une somme faramineuse pour l'époque. La propriété était unique, s'étirant de l'océan Atlantique à l'est jusqu'au lac Worth à l'ouest. Elle engagea les architectes Marion Sims Wyatt et Joseph Urban avec des instructions précises et audacieuses. Elle voulait un palais hispano-mauresque, un clin d'œil aux grands domaines européens, mais indéniablement américain par son échelle et son assurance. Elle voulait des tuiles importées, de la feuille d'or sur les plafonds, une tour visible depuis l'océan. En somme, elle voulait bâtir l'incontournable. La construction débuta en 1925 et le travail allait durer 4 ans. Ce fut l'édification d'un fantasme, payé au prix de la pierre et de la sueur. Mar-a-Lago s'éleva lentement du sol sablonneux de Palm Beach. Ce ne fut pas simplement un chantier, mais l'importation pièce par pièce d'un monde imaginaire à travers les océans. La vision de Marjorie exigeait des matériaux que la Floride ne possédait pas. Le projet nécessita 36 000 tuiles espagnoles antiques, rachetées à des domaines et des bâtiments démolis à travers l'Espagne. La pierre des murs extérieurs provenait de carrières génoises qui avaient fourni des palais méditerranéens des siècles plus tôt. Les plafonds en bois sculptés furent commandés à des artisans en Italie. La table de la salle à manger, une pièce unique et massive, était si lourde que le sol dut être renforcé pour la soutenir. L'échelle était extraordinaire, même pour les standards de l'âge d'or. La maison principale couvrait à elle seule près de 6 000 mètres carrés. La tour, visible à des kilomètres à la ronde, s'élevait dans le ciel de Floride comme un phare ou un défi. Il y avait 75 pièces dans la conception originale, un nombre qui allait croître avec le temps. Chaque détail reflétait l'idée précise que Marjorie se faisait de la grandeur, des carreaux peints à la main dans les salles de bain, des soieries murales dans les chambres, une salle de bal blanc et or assez vaste pour accueillir des centaines d'invités. Pourtant, pour saisir la véritable dimension de Mar-a-Lago, il ne faut pas se contenter de regarder le palais scintillant. Il faut comprendre ce qui se trouvait en dessous et derrière, une ville invisible conçue pour faire fonctionner le rêve. Le manoir exigeait une véritable armée. Des cuisines s'étendaient en sous-sol, reliées à la maison principale par des couloirs de service dérobés aux yeux des invités. Des chambres froides industrielles stockèrent la nourriture pour des dîners fastueux. Des blanchisseries traitaient le flot incessant de linge de maison. Les salles des machines, véritables sanctuaires techniques, abritaient les chaudières et les pompes, rendant le rêve habitable, y compris l'air conditionné, un luxe presque inouï dans les années 1920, surtout en Floride. Les quartiers du personnel formaient un monde à part, clos sur lui-même. Des douzaines de travailleurs vivaient sur place, cuisiniers, femmes de chambre, jardiniers, mécaniciens, chauffeurs, secrétaires particuliers. Durant la saison, le domaine employait entre 50 et 60 personnes, toutes indispensables pour maintenir l'illusion d'une élégance sans effort. Ce monde parallèle était conçu pour rester hors de vue. Des escaliers de service permettaient aux employés de se déplacer sans jamais croiser les halls principaux. Marjorie voulait la perfection, mais elle voulait qu'elle paraisse légère, presque magique, jamais le résultat d'un labeur visible. Bien avant la première réception, la construction de Mar-a-Lago reposa sur des centaines d'hommes. Des ouvriers locaux, souvent noirs ou hispaniques, travaillant pour des salaires de misère, accomplirent les tâches les plus lourdes, tandis que des artisans qualifiés arrivèrent d'Europe et du nord des États-Unis. Les registres de paix suggèrent que la main-d'œuvre atteignit un pic de plus de 200 personnes durant les phases les plus intenses du chantier. Les conditions étaient infernales. La chaleur et l'humidité de la Floride rendèrent le travail en extérieur exténuant. Une poussière de grès saturait l'air. L'installation délicate des tuiles importées exigeait une précision chirurgicale sous une pression constante, car chaque retard entraînait des dépassements de coûts que les régisseurs de Marjorie refusaient catégoriquement. Les blessures, rapporte-t-on, étaient monnaie courante. Chute d'échafaudage, coupures causées par la pierre ou le verre, insolation foudroyante. Ces ouvriers bâtissaient quelque chose de magnifique, mais leurs noms, à quelques rares exceptions près, ont disparu des archives.
Le coût fut vertigineux. Les estimations varient, mais la plupart des historiens situent la facture de construction entre 7 et 10 millions de dollars, soit plus de 150 millions de dollars actuels. Et ce chiffre ne couvrait que l'édifice lui-même. Il n'incluait ni le mobilier, ni les collections d'art que Marjorie allait accumuler, ni l'entretien perpétuel qui engloutirait des millions supplémentaires au fil des décennies. Le timing rendit le tout encore plus frappant. Mar-a-Lago fut achevé en 1929, l'année même du crash boursier et du début de la Grande Dépression. Tandis que Marjorie recevait dans sa salle de bal, les files d'attente pour la soupe populaire s'allongeaient dans les villes américaines. Alors que son personnel servait des dîners sophistiqués dans de la porcelaine bordée d'or, des familles luttaient ailleurs pour s'offrir un simple repas. Le contraste était brutal, impossible à ignorer. Bien que beaucoup, au sein de la société de Palm Beach, fissent de leur mieux pour occulter cette réalité, Marjorie elle-même ne sembla jamais percevoir cette contradiction comme un problème moral. Elle croyait sincèrement que sa fortune créait des emplois, que ses dépenses faisaient circuler l'argent, que son mécénat envers les artistes et les artisans servait le bien commun. Que les hommes taillant la pierre sous le soleil de plomb de Floride aient partagé ce point de vue est une chose que l'histoire n'a pas retenue. Le manoir ouvrit pour sa première saison complète début 1930. Marjorie y accueillit amis, partenaires d'affaires, petite noblesse européenne et quiconque dont la présence pouvait rehausser son statut social. Les fêtes devinrent rapidement légendaires. Les orchestres jouaient dans la salle de bal. Le champagne coulait à flot malgré la prohibition. Les listes d'invités mêlaient des noms d'Hollywood, de Washington et de Wall Street. Mais la question qui avait motivé tout ce projet flottait toujours dans l'air. Avait-elle enfin créé quelque chose d'assez grandiose pour effacer la ligne invisible entre elle et ses vieilles familles qui, même maintenant, la voyaient discrètement comme une étrangère ? La réponse, lente et douloureuse, allait se révéler dans les années à venir. Les hivers dorés et la machinerie souterraine de Mar-a-Lago suivaient un rythme aussi précis qu'une horlogerie suisse. Chaque mois de novembre, Marjorie arrivait de son domaine de l'État de New York ou de sa résidence de Washington. Des semaines durant, le personnel s'était affairé. Chaque surface avait été polie, chaque pièce aérée et récurée, des fleurs fraîches disposées dans le hall d'entrée, les cuisines approvisionnées pour des mois de réception. Lorsque la voiture de Marjorie franchissait les grilles, le manoir semblait l'avoir attendu, immuable et parfait, figé dans l'attente de son retour. La saison d'hiver commençait. Les listes d'invités étaient élaborées avec un soin méticuleux. Diplomates et épouses, titans de l'industrie dont les fortunes rivalisaient avec celles de Marjorie, voire la dépassaient. Acteurs et actrices dont les noms dans les journaux ajoutaient une couche de glamour. Et lorsqu'elle parvenait à les attirer, d'authentiques aristocrates européens, comtes et comtesses au titre réel, aux arbres généalogiques séculaires dont la présence avait pour Marjorie plus de valeur que presque tout le reste. Les dîners étaient des productions théâtrales, pas de simples repas. 30 ou 40 convives assis dans la salle à manger formelle, la table s'étirant sous le plafond sculpté. 7 plats, parfois plus. Des vins tirés des vastes caves de Marjorie. Des verres en cristal capturant la lueur des bougies. Des conversations naviguant prudemment sur des sujets sûrs, voyages, art, potins mondains, tout en évitant soigneusement tout ce qui était trop politique, trop controversé ou trop proche des conflits du monde réel. Après le dîner, les invités glissaient vers la salle de bal ou le salon. Parfois on dansait, parfois on jouait aux cartes. Toujours régnait ce sentiment d'être quelque part, dans un lieu important, exclusif, un endroit qui signifiait que vous comptiez. Mais sous cette chorégraphie tournait la machinerie qui rendait tout cela possible. Pendant que les invités dînaient à l'étage, les cuisines en sous-sol opéraient avec une précision quasi militaire. Les chefs dirigeaient des équipes de sous-chefs et de commis. Les plats passaient des tables de préparation au fourneau, puis au plateau de service dans des séquences minutées. Un plat terminé, les assiettes débarrassées, le suivant attendait déjà. La chaleur était implacable. Les gazinières rugissaient, les fours étaient à pleine puissance, la vapeur s'élevait des marmites et la pression ne faiblissait jamais. Le personnel de cuisine enchaînait des tours de 12 heures lors des grands événements, parfois plus. La paie était modeste. Le labeur, lourd et souvent dangereux. Les brûlures causées par les poêles brûlantes et l'eau bouillante étaient monnaie courante. La cadence ne ralentissait pas. Les erreurs étaient remarquées et rarement pardonnées.
Au-delà des cuisines, la blanchisserie s'attaquait à des montagnes de linge. Chaque nappe, chaque serviette, chaque drap de chaque chambre d'amis devait être lavé, repassé et rangé sans le moindre pli. Le travail était chaud, répétitif et sans fin. Les femmes qui s'en chargeaient, car c'était presque exclusivement des femmes, arrivaient avant l'aube et repartaient après la nuit tombée durant les semaines les plus chargées. Dehors, les jardiniers maintenaient les 17 hectares dans un état immaculé. Gazon coupé au millimètre, haies taillées avec une précision géométrique, palmiers inspectés pour détecter maladies ou dégâts de tempête. L'air salin rongeait le métal et la pierre, exigeant des réparations constantes. L'équipement nécessitait un entretien régulier. L'océan grignotait la digue, menace lente et patiente. Les systèmes mécaniques réclamèrent leur propre part d'attention. Les chaudières chauffaient l'eau pour des douzaines de salles de bain. Les premières unités de climatisation menaient une bataille perdue d'avance contre l'humidité floridienne et devaient être cajolées pour fonctionner. Les systèmes électriques étaient surveillés pour s'assurer que les lumières ne faiblissent jamais à un moment crucial. Des hommes travaillaient dans des pièces sans fenêtres, remplies du grondement des machines, surveillant des jauges et ajustant des vannes pour maintenir l'illusion intacte. Le personnel vivait dans un monde séparé, physiquement proche, mais socialement distant. Leurs quartiers étaient confortables selon les standards de l'époque, meilleurs que ce qu'offraient de nombreux emplois de service. Pourtant, la frontière était infranchissable. Ils entraient dans la maison principale uniquement par des portes désignées. Ils utilisaient des escaliers spécifiques. Ils apprenaient à se déplacer dans les pièces comme s'ils étaient invisibles, toujours présents, rarement reconnus. Marjorie elle-même semble avoir traité son personnel avec ce qu'elle croyait être de la bonté. Elle se souvenait des noms, elle prenait des nouvelles des familles. Elle donnait des primes de Noël et des cadeaux occasionnels. Selon les normes des riches employeurs des années 1930, elle était considérée comme juste, voire généreuse. Mais juste et généreuse impliquait toujours une hiérarchie rigide. Cela signifiait toujours des travailleurs qui ne pouvaient rêver d'envoyer leurs propres enfants dans les écoles où étudiaient les petits-enfants de Marjorie. Cela signifiait toujours une salle de bal où le personnel pouvait arranger les fleurs et polir les parquets, mais jamais danser. Le contraste était toujours là, même si peu le nommaient à voix haute. En haut, les invités en tenue de soirée sirotèrent du champagne et comparaient leurs récents voyages en Europe. En bas, des travailleurs en uniforme tachés de sueur transportaient des caisses de vin et récuraient la graisse de cuisson sur des fourneaux industriels. Le manoir fonctionnait grâce à cette division. Le fantasme en dépendait. Les invités venaient à Mar-a-Lago pour échapper au monde ordinaire, pour entrer dans un espace où la beauté semblait sans effort et l'abondance naturelle. Cette illusion exigeait des mains invisibles accomplissant un travail invisible. Certains soirs, après que les derniers invités furent allés se coucher, après que la dernière vaisselle fut lavée et les lumières de la salle de bal tamisées, Marjorie marchait seule à travers les pièces sombres. Le silence était alors différent. Non pas le calme électrique précédant une fête, mais quelque chose de plus lourd, de plus vide. La question qu'elle avait bâtie avec Mar-a-Lago pour y répondre persistait dans ce silence. Était-ce suffisant ? Avait-elle enfin prouvé ce qui devait l'être ? Les murs, aussi magnifiques fussent-ils, n'offraient aucune réponse. Durant les années de guerre, l'illusion de la permanence demeura. Le monde au-delà de Palm Beach changeait. À la fin des années 1930, l'Europe glissait inexorablement vers la guerre. L'Allemagne d'Hitler s'étendait. L'Italie de Mussolini devenait plus agressive. La paix, maintenue avec tant de soin depuis 1918, s'effondrait. À Washington, les politiciens débattaient du rôle de l'Amérique. À New York, les familles ayant des proches outre-mer attendaient anxieusement des nouvelles. À Mar-a-Lago, les fêtes continuaient. Marjorie maintint ses saisons d'hiver jusqu'à la fin des années 1930 avec une constance presque obstinée. La liste des invités changea légèrement. Moins de visiteurs européens, plus d'industriels américains et d'officiers militaires, mais les rituels restaient les mêmes. Dîners à 20h, danses jusqu'à minuit. Il y avait cette certitude muette que ce monde, cet arrangement particulier de richesse et de privilèges durerait toujours. L'illusion était puissante, en partie parce que Marjorie elle-même y croyait, ou choisissait d'y croire.
Elle avait bâti une œuvre qu'elle pensait impérissable, quelque chose qui survivrait aux modes et aux crises. Mar-a-Lago était fait de pierre et de marbre, d'artisanat et d'art. Dans son esprit, c'était là des choses qui duraient, des choses qui comptaient. Mais l'éternité, s'avéra-t-il, était plus complexe que l'architecture. Lorsque l'Amérique entra dans la Seconde Guerre mondiale en décembre 1941, tout bascula. Palm Beach, comme le reste du pays, se mobilisa. Les jeunes hommes issus des familles du personnel s'engagèrent ou furent appelés sous les drapeaux. Le rationnement toucha même les plus grandes maisons. Sucre, beurre, essence. Tout devint soudainement limité. La garde côtière établit des patrouilles le long des plages de Floride, guettant les sous-marins allemands dont on signalait la présence dans les eaux atlantiques, inconfortablement proches du rivage. Mar-a-Lago fut même proposé au gouvernement pour un usage militaire. L'offre fut déclinée. Le manoir était trop voyant, trop difficile à défendre, trop peu pratique pour de réelles opérations militaires. Mais Marjorie se jeta dans l'effort de guerre avec une énergie sincère. Elle finança du matériel médical, organisa des galas pour vendre des obligations de guerre et transforma des parties de ses autres domaines en lieux de convalescence pour les soldats blessés. Les années de guerre révélèrent une chose inattendue à propos du manoir, sa vulnérabilité. Les murs de pierre et les plafonds dorés, qui semblèrent si solides, étaient en réalité fragiles, dépendant d'un soin constant que les conditions de guerre rendaient difficiles. La pénurie de personnel fit que certaines pièces restèrent inutilisées et non nettoyées. L'air salin, que l'on ne combattait plus avec la même intensité, commença à ronger le métal et la pierre. Les systèmes mécaniques complexes nécessitaient des pièces désormais introuvables, détournées vers la production de guerre. Pour la première fois depuis son achèvement, Mar-a-Lago commença à montrer son âge. Marjorie vieillissait, elle aussi. En 1945, elle avait 58 ans. Son troisième mariage avec Joseph Davies, l'ancien ambassadeur en Union soviétique, battait de l'aile. Sa fille, Nedenia, construisait sa propre vie, montrant peu d'intérêt pour cet univers mondain que Marjorie avait eu tant de mal à pénétrer. Ses autres enfants étaient tout aussi distants, absorbés par leurs propres chemins et préoccupations. La question qui avait hanté Marjorie pendant des décennies commença à changer de forme. Ce n'était plus « vont-ils m'accepter ?» mais plutôt « qui voudra de tout ceci quand je ne serai plus là ?» La réponse n'était pas évidente. Mar-a-Lago était magnifique, mais cette magnificence avait un prix. L'entretien annuel, à lui seul, s'élevait à des centaines de milliers de dollars. Les impôts fonciers étaient considérables, la masse salariale, lourde, chauffage, électricité, eau, réparation. Le manoir consumait l'argent à un rythme qui mettait à l'épreuve même la fortune de Marjorie. De plus, le monde social que le palais avait pour mission d'impressionner était en mutation. Les vieilles familles, les anciens gardiens du temple perdaient lentement leur emprise sur la haute société américaine. L'argent nouveau devenait acceptable. Pas l'argent des céréales du petit déjeuner, mais l'argent d'Hollywood, du pétrole, et bientôt de la technologie. Les règles changeaient, mais trop tard pour Marjorie, et d'une manière qui laissait sa propre position incertaine. Plus troublante encore, ses enfants n'en voulèrent pas. Le manoir incarnait le rêve de Marjorie, la réponse de Marjorie à la blessure de Marjorie. Ses enfants avaient leurs propres rêves, leurs propres blessures, leurs propres solutions. Aucun d'eux ne souhaitait hériter du fardeau d'un palais exigeant une attention constante, une dépense constante, un effort émotionnel et financier constant. Marjorie commença lentement à penser à la suite. Qu'advient-il d'une telle maison lorsque sa créatrice n'est plus là pour imposer sa pertinence ? Pouvait-elle réalistement passer entre des mains privées ? Devait-elle être donnée, préservée comme une sorte de monument ? Ou était-elle simplement trop chère, trop peu pratique, trop liée à l'instant d'une seule femme dans l'histoire pour lui survivre intacte ? Il n'y avait pas de réponse simple. Alors Marjorie fit ce qu'elle avait souvent fait face à des problèmes insolubles. Elle continua comme si de rien n'était. Les saisons d'hiver reprirent après la guerre. Les fêtes revinrent. Les listes d'invités furent soignées avec la même attention. Le personnel poursuivit son labeur invisible. Mais quelque chose de fondamental avait bougé. La permanence qu'elle pensait avoir coulé dans la pierre et le marbre se révélait temporaire. Après tout, Mar-a-Lago lui survivrait, certes. L'édifice était trop solide pour simplement s'évaporer. Mais ce qu'il deviendrait, qui le revendiquerait, et si une trace de sa vision originale survivrait,
tout cela était soudainement incertain. Le manoir se dressait sur sa mince bande de terre, beau, coûteux et de plus en plus déphasé, attendant un avenir que sa créatrice ne pouvait plus clairement imaginer. Le cadeau dont personne ne voulait. Marjorie prit sa décision en 1973. Elle avait 86 ans. Sa santé déclinait. Sa fortune, bien qu'encore considérable, avait été érodée par des décennies d'entretien de multiples domaines, de soutien à diverses causes et d'un train de vie que presque personne ne pouvait se permettre. La question de l'avenir de Mar-a-Lago ne pouvait plus être repoussée. Sa solution reflétait à la fois son patriotisme et son espoir tenace que le manoir puisse enfin gagner l'importance nationale qu'elle avait toujours imaginée pour lui. Elle allait donner Mar-a-Lago au gouvernement des États-Unis. Dans son esprit, il deviendrait une véritable maison blanche d'hiver, une retraite présidentielle où les dirigeants américains pourraient recevoir les dignitaires étrangers dans un cadre affichant la richesse et la sophistication culturelle du pays. L'idée n'était pas sans précédent. Les présidents avaient déjà eu recours à des retraites privées. Franklin Roosevelt avait Warm Springs, Harry Truman s'échappait à Key West. Le concept d'une maison blanche d'hiver officielle en Floride semblait donc à Marjorie aussi logique que généreux. Elle rédigea son testament, les termes étaient clairs. À sa mort, Mar-a-Lago passerait au gouvernement fédéral pour servir de retraite présidentielle ou de résidence pour les chefs d'État étrangers en visite. Le mobilier, l'art, les collections soigneusement assemblées, tout resterait avec la maison. Marjorie n'offrait pas seulement une structure, mais un monde complet, mis en scène et prêt à l'emploi. Elle mourut le 12 septembre 1973. Les avocats commencèrent à exécuter le testament. Le gouvernement entama son examen. Cet examen ne se déroula pas comme Marjorie l'aurait espéré. Le service des parcs nationaux envoya des représentants inspecter la propriété. Leur rapport, lorsqu'il arriva, fut exhaustif et brutal. Oui, Mar-a-Lago était magnifique. Oui, c'était historique. Oui, c'était un exemple majeur de l'architecture et du design des années 1920. Mais, et c'était là le point décisif, c'était spectaculairement inadapté pour une installation gouvernementale. Les coûts d'entretien étaient faramineux. Les premières estimations suggéraient que le gouvernement devrait dépenser entre 1 et 2 millions de dollars chaque année juste pour maintenir les lieux dans un état de fonctionnement basique. Ce chiffre couvrait l'entretien courant, les charges, les salaires du personnel, la sécurité et les assurances. Il n'incluait pas les réparations majeures ou les rénovations qui deviendraient inévitablement nécessaires avec le temps. La sécurité était un autre problème majeur. Mar-a-Lago était situé sur une étroite bande de terre avec l'océan d'un côté et le lac de l'autre. La propriété avait de multiples points d'accès. Le périmètre était long et difficile à contrôler. Le rendre assez sûr pour un usage présidentiel nécessiterait de lourdes modifications. Murs, grilles, systèmes de surveillance, postes de garde, qui coûteraient des millions supplémentaires et changeraient fondamentalement le caractère du domaine. L'emplacement lui-même posait des risques. Palm Beach était en fait une île reliée au continent par quelques ponts faciles à bloquer. En cas d'urgence, un ouragan, une menace sécuritaire, une crise médicale, l'évacuation du président et de son équipe serait complexe. L'aéroport majeur le plus proche était à plusieurs kilomètres. L'installation militaire significative la plus proche était encore plus loin. Puis, il y avait les voisins. Les résidents de Palm Beach avaient toléré les fêtes de Marjorie parce qu'elle était, au fond, l'une des leurs. Riche, établie et membre de leur monde social. Une présence fédérale permanente, avec des points de contrôle, des cordons de sécurité et une activité constante, était une toute autre affaire. Le conseil municipal fit clairement savoir qu'une installation gouvernementale majeure ne serait pas la bienvenue. Le service des parcs conclut, avec regret mais fermeté, qu'accepter le don serait financièrement irresponsable. Mar-a-Lago était trop cher, trop peu pratique, trop difficile à sécuriser et à entretenir. Leur recommandation fut de décliner. En 1981, après des années de débats et de manœuvres juridiques, le gouvernement restitua officiellement Mar-a-Lago à la succession de Marjorie. Le rêve d'une maison blanche d'hiver s'éteignit avant même d'avoir pu éclore. Ce rejet a dû être une blessure, même par-delà la mort. Marjorie avait consacré sa vie à bâtir une œuvre qui imposerait le respect. Un monument que nul ne pourrait ignorer ou écarter d'un revers de main. En ce sens, elle avait réussi, mais elle avait échoué à susciter le désir.
Le problème auquel Mar-a-Lago faisait face était celui-là même qui avait toujours suivi Marjorie comme une ombre, la démesure. La demeure était simplement trop vaste, trop coûteuse, trop exigeante, trop intimement liée à la vision très spécifique de la grandeur d'une seule femme. Ce qui fonctionnait comme une déclaration personnelle de richesse devenait un fardeau écrasant dès l'instant où l'on demandait à quelqu'un d'autre d'en assumer la responsabilité. Les exécuteurs testamentaires se retrouvèrent face à une question inconfortable. Si le gouvernement des États-Unis ne voulait pas de cette propriété, qui en voudrait ? Durant une grande partie du début des années 80, le manoir resta essentiellement vide. Un personnel squelettique maintenait les systèmes vitaux. Des ailes entières furent condamnées. La poussière s'accumulait sur des surfaces qui jadis rutilaient à la lueur des bougies. Les jardins, privés d'une attention constante, glissèrent vers l'état sauvage. L'eau salée poursuivait son œuvre lente et patiente de corrosion. Mar-a-Lago était beau, vacant, et cherchait de plus en plus désespérément quelqu'un, n'importe qui, prêt à endosser ses coups extrêmes et sa complexité. Ce « quelqu'un » contre toute attente rôdait déjà. Il était jeune, ambitieux, obsédé par la publicité et convaincu qu'il pouvait transformer presque n'importe quoi en une marque rentable. Son nom était Donald Trump, et il s'apprêtait à remodeler le rêve de Marjorie en quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'entrée en scène du showman. Donald Trump posa les yeux sur Mar-a-Lago pour la première fois en 1985. Il avait 39 ans, surfait sur la vague des transactions immobilières new-yorkaises et avait soif de prouver qu'il n'était pas seulement riche, mais important. La Trump Tower avait ouvert ses portes 3 ans plus tôt. Le nom Trump brillait sur les façades de Manhattan, mais New York, malgré tout son glamour, était saturé d'autres promoteurs, d'autres dynasties, d'autres prétentions à la grandeur. La Floride semblait différente. De l'espace, un soleil constant et l'opportunité d'acquérir quelque chose d'unique, une propriété avec une histoire et un prestige déjà bâti. Le premier mouvement de Trump fut, comme à son habitude, agressif. Il offrit 5 millions de dollars pour Mar-a-Lago, une fraction de ce que la construction avait coûté, un chiffre qui reflétait le problème central de la propriété. En tant qu'investissement pratique, elle ne valait presque rien. Les exécuteurs testamentaires, apparemment offensés, refusèrent. Trump riposta en achetant la parcelle de plage située juste devant Mar-a-Lago pour 2 millions de dollars. Son plan déclaré était d'ériger des tours d'appartements sur cette bande, bloquant la vue sur l'océan du manoir et anéantissant une grande partie de sa valeur restante. Qu'il ait eu l'intention réelle de le faire ou qu'il ait simplement cherché un moyen de pression reste flou. Toujours est-il que le levier fonctionna. Face à la perspective de voir leur chef-d'œuvre en bord de mer transformé en relique enclavée derrière des tours de béton, les exécuteurs revinrent à la table des négociations. En 1985, Trump acquit Mar-a-Lago et son mobilier pour environ 8 millions de dollars au total. Un rabais considérable par rapport au coût de construction original, mais apparemment la meilleure offre réaliste. Le problème immédiat de Trump fut le même que celui qui avait vaincu le gouvernement fédéral. La propriété brûlait de l'argent à une vitesse folle. Les coûts d'entretien se maintenaient à des centaines de milliers de dollars par an. Les impôts fonciers étaient lourds pour une résidence privée. Le manoir était d'une taille absurdement disproportionnée. Il exigeait un niveau de personnel et de dépenses que même Trump jugeait excessif. Sa réponse correspondait à son talent particulier pour transformer le statut en liquidité. Il allait convertir Mar-a-Lago en club privé. La transformation débuta en 1995. Trump aurait dépensé environ 3 millions de dollars en rénovation, modernisant les systèmes électriques et les cuisines, remettant à neuf des pièces qui avaient dépéri après des années d'entretien minimal. Pourtant, l'âme de la maison demeura intacte. La salle de bal, la salle à manger, les plafonds à la feuille d'or, les tuiles importées, tout resta. Trump avait compris que ce qu'il vendait n'était ni le confort ni la commodité, mais l'accès à un fantasme très spécifique. Le modèle du club était simple. Les membres payaient un droit d'entrée, d'abord 100 000 dollars, plus tard porté à 200 000, plus une cotisation annuelle d'environ 14 000 dollars. En retour, ils recevaient l'accès à la propriété, le droit de dîner dans les restaurants du manoir, l'usage de la piscine et de la plage, et surtout, le capital social lié au fait de pouvoir dire « Je suis membre de Mar-a-Lago ».
Trump commercialisa le club sans relâche. Interviews dans des magazines d'architecture, visites pour les chroniqueurs mondains, séances photos soigneusement mises en scène, le montrant sur place, suggérant que les membres jouiraient d'une proximité avec la célébrité et le pouvoir. Le message était tranchant et constant. Mar-a-Lago n'était pas juste un club, c'était un cénacle. Et en devenir membre signifiait que vous étiez arrivé. La haute société de Palm Beach ne fut pas universellement charmée. La ville avait déjà ses propres piliers. Le Bath and Tennis Club, l'Everglades Club, des institutions dont l'histoire remontait à des décennies et dont les listes de membres étaient regardées comme des secrets d'État. Ces clubs avaient rejeté les candidatures de Trump par le passé, apparemment en raison de sa personnalité tapageuse et de ses liens avec les casinos. La contre-attaque de Trump fut de brandir Mar-a-Lago comme étant délibérément différent. Alors que les clubs établis maintenaient des politiques excluant les Juifs et les Afro-Américains, des pratiques de plus en plus controversées mais toujours présentes, Trump déclara Mar-a-Lago explicitement ouvert à tous, sans distinction de religion ou de race. Que cela vienne d'un principe, d'une stratégie ou d'un mélange des deux reste un sujet de débat. Quoi qu'il en soit, la stratégie porta ses fruits. En quelques années, Mar-a-Lago comptait plusieurs centaines de membres. Les seuls droits d'entrée rapportèrent des dizaines de millions de dollars. Les cotisations annuelles créèrent un flux de revenus prévisible. Trump avait résolu le problème fondamental de Mar-a-Lago. Il avait trouvé un moyen de faire payer d'autres personnes pour entretenir le rêve de Marjorie. Pourtant, le club ne fut jamais qu'une simple affaire commerciale. Dès le début, Trump utilisa Mar-a-Lago comme une scène pour ses propres ambitions. Il y organisait des fêtes somptueuses conçues pour faire les gros titres. Il invitait des politiciens, des athlètes, des artistes, quiconque dont la présence signalait le pouvoir ou la gloire. Mar-a-Lago devenait ce que Marjorie avait peut-être toujours imaginé. Un lieu où des choses importantes se passaient, où des gens importants se réunissaient. La question restait de savoir si ces événements et ces décisions honoreraient le manoir ou le tordraient en quelque chose de plus sombre. La réponse était en route, mais elle nécessiterait une autre décennie et une élection qui stupéfierait le monde. La Maison-Blanche d'hiver, reconsidérée. L'élection de 2016 bouleversa l'échiquier. Lorsque Donald Trump remporta la présidence en novembre, battant Hillary Clinton dans un résultat qui sidéra autant les sondeurs que les experts, le statut de Mar-a-Lago changea du jour au lendemain. La propriété que le gouvernement fédéral avait jadis rejetée comme trop peu pratique, trop chère, trop problématique pour un usage présidentiel, allait devenir exactement cela. Pas officiellement, mais dans la pratique. Trump afficha immédiatement ses intentions. Il passerait beaucoup de temps à Mar-a-Lago durant sa présidence. Il y recevrait des dirigeants étrangers. Il y conduirait les affaires de l'État. La Maison-Blanche d'hiver que Marjorie avait imaginée dans son testament se réalisait enfin, bien que d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Cette transformation amena instantanément son lot de complications. Les exigences de sécurité explosèrent. Le Secret Service descendit sur Palm Beach, transformant ce qui était un complexe de luxe en quelque chose ressemblant davantage à une forteresse. Des points de contrôle apparurent dans les rues avoisinantes. Des navires des gardes-côtes patrouillèrent les eaux au large. L'espace aérien au-dessus de la propriété fut restreint. Les agents passaient au crible toute personne entrant, y compris les membres du club qui avaient payé des fortunes pour l'illusion d'un accès privilégié et sans effort. Les coûts étaient vertigineux. Mais contrairement à l'offre originale de Marjorie au gouvernement, ces coûts n'étaient pas le problème de Trump. Les contribuables fédéraux réglèrent désormais la note pour sécuriser la propriété, protéger le président et gérer la logistique d'une partie du gouvernement américain opérant depuis un club privé. Les estimations variaient, mais les rapports suggéraient que chaque visite présidentielle coûtait plusieurs millions de dollars en sécurité et frais opérationnels. Les résidents de Palm Beach, qui avaient jusqu'alors toléré le club avec des sentiments mitigés, se heurtèrent soudain à une réalité bien plus perturbatrice que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Les routes étaient fermées dès que le président était en résidence. La circulation s'engluait autour des points de contrôle de sécurité. Le calme feutré, cette exclusivité soigneusement préservée de la ville, était fracassé à répétition par les cortèges motorisés, les pales d'hélicoptères et le bruit constant de la machinerie présidentielle. Les procès suivirent. Les voisins allèrent devant les tribunaux pour le bruit, le trafic et ce qu'ils qualifiaient de chute de la valeur immobilière.
Le conseil municipal tint des réunions houleuses sur la résidence légale de Trump. L'acte de propriété de Mar-a-Lago comprenait, disait-on, une clause limitant l'usage du lieu à un club et non à une résidence permanente, une restriction que Trump défiait désormais ouvertement. Ces luttes se jouèrent dans les audiences locales et les gros titres nationaux, transformant la propriété, jadis décor glamour, en un champ de bataille juridique et politique permanent. Pourtant, le changement le plus profond ne fut pas logistique, mais symbolique. Mar-a-Lago devint le raccourci pour désigner tout ce qui divisait l'Amérique de l'ère Trump. Pour ses partisans, le manoir incarnait le succès, l'accomplissement suprême. Trump avait pris une propriété dont personne ne voulait et l'avait rendue rentable. Il était devenu président tout en conservant un empire immobilier. Les plafonds à la feuille d'or et les sols de marbre étaient lus comme la preuve de la prospérité et de l'assurance américaine. Recevoir des dirigeants étrangers à Mar-a-Lago leur semblait être la démonstration que l'entreprise privée pouvait égaler, voire surpasser, la Maison-Blanche officielle en style et en confort. Pour les critiques, Mar-a-Lago représentait le pire mélange possible entre fonction publique et profit privé. Trump possédait le club. Il tirait profit des adhésions et des événements. Les gouvernements étrangers et les intérêts corporatistes cherchant des faveurs pouvaient s'acheter un accès simplement en rejoignant le club ou en y organisant des réceptions. Le droit d'entrée doubla pour atteindre 200 000 $ après l'élection, un prix qui n'achetait plus seulement du prestige social mais une potentielle proximité avec le président des États-Unis. Les préoccupations éthiques étaient sérieuses et largement sans précédent. Les membres du club pouvaient surprendre des conversations sensibles. Les dirigeants étrangers logeaient dans des chambres appartenant à l'entreprise de Trump. Les affaires de l'État étaient discutées à des tables de dîner entourées de clients payants. La ligne entre devoir officiel et business privé se brouilla puis disparut presque totalement. Des incidents spécifiques cristallisèrent ces craintes. En février 2017, Trump reçut le premier ministre japonais Shinzo Abe à Mar-a-Lago. Lors d'un dîner sur la terrasse extérieure, entouré par les membres du club, la nouvelle tomba. La Corée du Nord venait de lancer un missile balistique. Trump et Abe discutèrent de la situation à table, tandis que les membres observèrent la scène et prenaient des photos avec leur téléphone. Des documents auraient été visibles sur la table. Les protocoles de sécurité qui auraient été obligatoires à l'intérieur de la Maison-Blanche semblaient absents ou lâchement appliqués. L'épisode déclencha l'indignation. Les démocrates du Congrès exigèrent des enquêtes. Les experts en éthique qualifièrent cela de violation choquante des pratiques de sécurité élémentaires. Même certains républicains exprimèrent un malaise, bien que la plupart restassent publiquement en soutien. Trump balaya les critiques, les qualifiant d'attaques partisanes. Mar-a-Lago était sûr, insistait-il. Les membres étaient contrôlés. Rien d'inconvenant n'avait eu lieu. Toute la controverse, arguait-il, était l'invention d'opposants qui le détestaient et enviaient son succès. Mais l'incident révéla quelque chose de plus profond. L'identité de Mar-a-Lago avait encore muté. Ce n'était plus seulement un manoir, ni même un club haut de gamme. C'était devenu une scène où le pouvoir présidentiel, l'argent privé, le symbolisme politique et de véritables risques de sécurité nationale se télescopèrent d'une manière qu'aucun autre bâtiment de l'histoire américaine n'avait connue. Le domaine que Marjorie avait bâti pour prouver son importance était enfin devenu important, à une échelle qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais cette importance portait en elle une obscurité qu'elle n'aurait jamais choisie. Une obscurité qui allait s'épaissir. Le pire chapitre était encore à venir, et il arriverait dans de simples cartons. 8 boîtes dans la salle de bal. Les cartons arrivèrent en janvier 2021. Lorsque Donald Trump quitta la Maison-Blanche après avoir perdu l'élection de 2020 face à Joe Biden, il emporta avec lui quelque chose qu'aucun ancien président n'avait jamais pris à une telle échelle. Des milliers de pages de documents gouvernementaux. Certains étaient de la correspondance de routine, d'autres des dossiers administratifs. Et certains, selon les enquêtes fédérales ultérieures, étaient des documents classifiés allant du confidentiel au top secret, traitant de capacités nucléaires, de plans de défense, de sources de renseignements et de communications diplomatiques sensibles. Ces papiers voyagèrent de Washington à Mar-a-Lago dans des boîtes en carton ordinaire. Il y en avait environ 15 au début, bien que le nombre exact fût plus tard contesté. Elles furent stockées initialement dans une remise au sous-sol,
puis déplacés vers d'autres endroits de la propriété, y compris, selon les procureurs fédéraux, la salle de bal où les invités de Marjorie avaient jadis dansé sous les plafonds dorés. Au début, presque personne en dehors de l'orbite de Trump ne savait que les documents étaient là. Mais au début de 2022, les Archives nationales, l'agence fédérale responsable de la préservation des dossiers présidentiels, réalisèrent qu'une quantité significative de matériel manquait. Les officiels demandèrent leur restitution. Les représentants de Trump négocièrent. Certains documents furent renvoyés en janvier 2022, mais le personnel des archives remarqua immédiatement des marquages classifiés sur des documents qui n'auraient jamais dû quitter les installations gouvernementales sécurisées. Le département de la justice ouvrit une enquête criminelle. Des assignations à comparaître suivirent. Les avocats de Trump fouillèrent Mar-a-Lago et déclarèrent au gouvernement que tout le matériel classifié avait désormais été restitué. En juin 2022, ils fournirent une certification sous serment affirmant exactement cela. La certification était fausse. Les enquêteurs fédéraux avaient la preuve que des documents classifiés se trouvaient toujours à Mar-a-Lago. Le 8 août 2022, des agents du FBI exécutèrent un mandat de perquisition dans la propriété. La fouille elle-même fut historique. Jamais un ancien président n'avait fait face à une telle action. Les agents passèrent des heures à l'intérieur de Mar-a-Lago, allant de pièce en pièce, photographiant les espaces et saisissant du matériel. Lorsqu'ils eurent terminé, ils avaient récupéré plus de 100 documents classifiés supplémentaires, certains marqués au plus haut niveau de secret. Les photographies publiées plus tard dans les dossiers judiciaires montrèrent l'ampleur du problème. Des dossiers éparpillés sur le sol de ce qui semblait être une zone de stockage, les tampons de classification clairement visibles, Top Secret SCI, informations sensibles compartimentées. Des documents qui, s'ils étaient exposés à des services de renseignement étrangers, pourraient prétendument compromettre les opérations américaines et mettre des vies en danger. Tout cela avait été stocké à l'intérieur d'un bâtiment accueillant des centaines de membres du club, du personnel événementiel, des ouvriers de maintenance et des invités. Un bâtiment utilisé pour des mariages et des fêtes d'entreprise. Un bâtiment situé sur une île barrière facilement accessible, relié au continent par des routes publiques et un pont. La réaction de Trump fut immédiate et furieuse. Il qualifia la fouille de raid, d'assaut, d'abus de pouvoir. Il prétendit que le FBI avait planté des preuves. Il insista sur le fait que les documents étaient déclassifiés, bien qu'aucune preuve formelle de déclassification n'ait émergé. Il argua qu'en tant que président, il avait l'autorité absolue d'emporter ce qu'il voulait avec lui. Ses partisans firent bloc. Pour eux, la perquisition devint la preuve d'une conspiration de l'État profond. Des manifestants se rassemblèrent devant les grilles de Mar-a-Lago. Les médias conservateurs attaquèrent les motivations et les tactiques du FBI. Les politiciens républicains dénoncèrent le département de la justice et présentèrent l'enquête comme purement politique. Les critiques virent quelque chose de très différent. Un ancien président qui avait soustrait des documents classifiés, résisté à leur restitution, permis à ses avocats de faire de fausses déclarations et stocker des renseignements sensibles dans un club social où la sécurité quotidienne était gérée par des employés privés formés à l'hospitalité et non au contre-espionnage. Les procureurs fédéraux convoquèrent un grand jury. En juin 2023, Trump fut inculpé de 37 chefs d'accusation liés à la mauvaise manipulation de documents classifiés et à l'entrave à la justice. D'autres charges furent ajoutées plus tard. L'affaire fut assignée à la juge Aileen Cannon dans le district sud de la Floride. Le procès fut fixé, puis repoussé. Les motions juridiques s'empilèrent. L'équipe légale de Trump attaqua le mandat de perquisition, les charges, l'autorité du procureur spécial, presque chaque pièce structurelle de l'accusation. L'affaire devint un champ de bataille de plus dans la grande guerre politique autour de Trump, chaque camp étant totalement convaincu de sa propre vertu et de la corruption de l'autre. Pourtant, sous le vernis politique et le tourbillon médiatique, un fait physique, brut, subsistait. Des documents classifiés avaient été stockés dans un manoir conçu pour la fête. La salle de bal, épicentre de la controverse, avait été le témoin silencieux de près d'un siècle de métamorphose. Elle avait accueilli les dîners méticuleusement orchestrés de Marjorie. Elle avait vu les galas du club de Trump. Elle avait reçu des diplomates durant la présidence.
Désormais, dans les dossiers judiciaires et les reportages, elle est décrite tantôt comme une scène de crime, tantôt comme le point focal d'une chasse aux sorcières, selon l'identité de celui qui parle. Le domaine, qui n'avait toujours été qu'une affaire d'apparence, de projection de puissance et d'importance, se retrouvait au cœur d'une interrogation fondamentale. Ce pouvoir avait-il été abusé? Et ces apparences avaient-elles dissimulé quelque chose de véritablement dangereux? Mar-a-Lago avait enfin atteint son seuil maximal de visibilité et de signification. Restait à savoir ce que cette signification allait coûter et qui, en fin de compte, en paierait le prix. Ces réponses demeuraient en suspens, figées dans les arguments juridiques et les conflits politiques. Pendant ce temps, le manoir poursuivait ses étranges rôles superposés. Club social, symbole politique, site d'enquête active et monument à la démesure américaine sous toutes ses formes complexes. Après les sirènes, qui paie pour les rêves? Les procédures judiciaires suivirent leur cours, mais la vie à Mar-a-Lago ne s'arrêta pas. Des mariages continuaient d'être réservés dans la salle de bal. Les membres du club dînaient toujours sur la terrasse, surplombant l'océan. Le personnel événementiel arrangeait encore les fleurs et polissait l'argenterie. La machinerie qui maintenait le manoir en vie depuis l'époque de Marjorie, ce travail invisible, cet entretien minutieux, ce souci constant du détail, continuait de tourner, indifférente aux gros titres ou aux enquêtes. Cette persistance soulevait une question plus ardue. Que devient un lieu lorsque son symbolisme finit par écraser sa réalité? Lorsque les histoires que l'on raconte à son sujet, concurrentes, contradictoires, politiquement chargées, commencent à compter plus que l'espace physique lui-même? Mar-a-Lago était devenu toutes ces choses à la fois, un club social en activité, la résidence d'un ancien président, un site d'investigation fédérale et un étendard brandi par deux tribus politiques pour prouver des arguments opposés. Et pourtant, c'était aussi encore un bâtiment nécessitant les soins quotidiens de gens dont les noms n'apparaissaient presque jamais dans ces récits. Les employés qui entretenaient Mar-a-Lago en 2023 s'inscrivaient dans une lignée remontant aux années 1920. Les femmes de ménage nettoyaient les mêmes chambres que leurs prédécesseurs. Les jardiniers soignaient les descendants des mêmes palmiers. Les équipes de cuisine préparèrent les repas dans des espaces modernisés au fil des décennies, mais conservant la même fonction première, nourrir des gens riches venus pour être vus dans un endroit qu'ils croyaient important. Ces travailleurs vivaient les controverses de Mar-a-Lago très différemment des membres du club ou des commentateurs de télévision. Pour eux, le manoir n'était pas d'abord un symbole, c'était un employeur. Les ennuis judiciaires signifiaient un risque de coupe budgétaire. Les manifestations et contre-manifestations signifiaient devoir naviguer à travers les foules et les points de contrôle juste pour prendre son poste. L'attention médiatique signifiait des journalistes les approchant occasionnellement pour des commentaires qu'ils avaient l'interdiction contractuelle de donner. Leur relation à la propriété était fondamentalement différente de celle de tous les autres. Les membres du club payaient pour la proximité avec le prestige. Les politiciens utilisaient le lieu pour signaler leurs alliances. Trump le possédait à la fois comme domicile et comme actif. Les travailleurs, eux, en avaient besoin pour qu'il continue de fonctionner, afin de gagner des salaires qui, bien que rapportés comme supérieurs à de nombreux emplois de service à Palm Beach, semblaient toujours dérisoires face aux fortunes étalées autour d'eux. Cette vérité économique était présente depuis l'ère de Marjorie, mais elle devenait plus visible et plus inconfortable à mesure que la signification politique de Mar-a-Lago grandissait. Le même bâtiment qui symbolisait le succès américain pour certains et la corruption américaine pour d'autres n'était, pour ces travailleurs, qu'un lieu de labeur. Un travail dur, souvent invisible, qui rendait possible chaque fête, chaque sommet, chaque opportunité photographique. L'écho historique était difficile à ignorer. Marjorie avait bâti Mar-a-Lago avec l'aide d'artisans dont les noms ont disparu des archives. Trump le maintenait en activité avec des employés dont l'identité restait tout aussi anonyme, à moins que quelque chose ne tourne mal, une faille de sécurité, un conflit, une remarque anodine à un reporter. Le manoir consumait leur temps et leurs efforts tout en dirigeant l'attention vers le haut, vers les propriétaires, les invités et les drames se jouant dans les salons décorés. Au-delà du personnel immédiat, l'impact du manoir ricochait vers l'extérieur de manière difficile à mesurer. Les résidents de Palm Beach subissèrent les fermetures de routes et les délais de sécurité. Les commerces locaux profitaient parfois de l'afflux de visiteurs et perdaient parfois des clients voulant éviter le chaos.
Les valeurs immobilières près du domaine fluctuaient selon que la proximité de l'activité présidentielle était perçue comme un avantage ou une migraine. Il y avait aussi des coûts environnementaux, rarement mentionnés dans les arguments politiques mais impossibles à ignorer. Garder en vie 7 hectares de jardin parfaitement manucurés en Floride exigeait des quantités astronomiques d'eau. La climatisation d'une structure de cette taille demandait une énergie constante. Le domaine reposait sur une île barrière de plus en plus vulnérable à la montée du niveau de la mer et aux ouragans plus violents. Les mêmes forces climatiques qui tôt ou tard imposeraient des choix sur la manière de défendre une maison bâtie presque au bord de l'eau. Toutes ces réalités concrètes existaient sous et à côté du symbolisme. Mar-a-Lago était à la fois un monument à l'excès et un lieu de travail, une arme politique et un bâtiment fragile sur une terre qui s'érode, un paratonnerre pour les disputes nationales et un endroit où des gens essayaient simplement de finir leur service et de rentrer chez eux. Pour saisir toute l'histoire du manoir, il fallait tenir toutes ces perspectives ensemble. Ne pas choisir un seul récit véritable, mais accepter que Mar-a-Lago en contenait plusieurs, que sa signification était fracturée et que différentes personnes habitaient cette signification de manière radicalement différente. Marjorie avait bâti Mar-a-Lago pour répondre à une question personnelle sur l'appartenance et l'importance. L'édifice avait atteint un niveau d'importance bien au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Mais la question de l'appartenance, qui avait sa place ici, qui était tenu à l'écart, qui gagnait et qui payait discrètement, demeurait aussi enchevêtrée et irrésolue que jamais. Le manoir se dressait sur sa mince bande de terre, toujours beau malgré le scandale, toujours coûteux, toujours disputé, exigeant toujours un labeur constant de la part de ceux qui ne le posséderaient jamais, et des commentaires constants de la part de ceux qui n'y mettraient jamais les pieds. L'océan poursuivait son assaut patient contre la digue. Les touristes continuaient de prendre des photos depuis les plages publiques. Les manifestants et les partisans répétaient leurs rituels devant les grilles. Et à l'intérieur, le travail quotidien continuait. Sols lavés, repas préparés, lustres époussetés, jardins taillés. Le rêve bâti par Marjorie avait survécu. Mais la survie n'est pas la même chose que la victoire. La question était maintenant de savoir si quiconque, propriétaire, invité, critique ou citoyen observant de loin, apprendrait quoi que ce soit du long et étrange voyage de Mar-a-Lago, de la fantaisie privée au point d'ignition nationale. Le manoir comme miroir. Les leçons étaient là. Que quelqu'un choisisse de les voir était une toute autre question. L'histoire de Mar-a-Lago, longue de près d'un siècle, reflétait les contradictions de l'Amérique avec une clarté inconfortable. Le manoir était un miroir, et ce qu'il montrait dépendait entièrement de qui regardait et de ce qu'il était prêt à admettre. Pour certains, Mar-a-Lago illustrait l'exceptionnalisme américain à son apogée le plus éblouissant, une femme déterminée, armée d'argent et d'ambition, bâtissant quelque chose d'extraordinaire, un entrepreneur sauvant le lieu de la décrépitude pour le transformer en une entreprise rentable, un président l'utilisant comme toile de fond pour projeter la puissance et l'assurance américaine face aux dirigeants en visite. Dans cette version, le récit parlait de l'entreprise privée réussissant là où le gouvernement avait échoué, d'individus créant de la valeur et de la beauté par la seule force de leur vision et de leur volonté. Pour d'autres, la même séquence d'événements racontait un conte bien plus sombre. Une héritière fortunée érigeant un monument à sa propre gloire pendant que le pays se débattait dans la dépression et l'inégalité. Un homme d'affaires monnayant l'accès au pouvoir d'une manière qui brouillait toutes les lignes éthiques. Un président fusionnant profit personnel et devoir public si totalement que la distinction entre les deux devenait presque impossible. Dans cette narration, l'histoire parlait d'une richesse sans contrôle, d'institutions corrodées et d'élites jouant selon des règles inaccessibles au commun des mortels. Les deux récits contenaient une part de vérité. Les deux omettaient des pièces cruciales. La véritable histoire de Mar-a-Lago était plus désordonnée et plus stratifiée que ce que l'un ou l'autre camp politique voulait bien reconnaître. C'était une histoire de labeur. Le récit de générations de travailleurs dont le talent et l'effort ont bâti et préservé un lieu qu'ils ne pourraient jamais s'offrir, même en tant qu'invités. C'était une histoire d'ambition. La tentative désespérée de Marjorie pour acheter son acceptation. La soif insatiable de Trump pour l'attention et la façon dont les bâtiments deviennent des réceptacles pour des besoins humains qu'aucune architecture ne peut pleinement satisfaire. C'était aussi une histoire de classe en Amérique, sur la distance vertigineuse entre ceux qui servent et ceux qui sont servis. Une distance qui à peine bougé,
quel que soit le nom fortuné inscrit sur l'acte de propriété ou le parti occupant la Maison Blanche. Les ouvriers qui sculptèrent la pierre et posaient les tuiles à la fin des années 1920 et le personnel qui changeait les draps et portait les plateaux au début des années 2020 occupaient des échelons étonnamment similaires sur l'échelle sociale. Séparés par un siècle mais unis par une même dynamique, leur labeur était la fondation du luxe d'autrui. C'était une histoire sur la façon dont l'Amérique mythifie la richesse. Marjorie croyait que l'étalage forcerait le respect. Trump croyait que s'entourer d'opulence prouverait son importance. Tous deux avaient tort et raison à la fois. Le manoir commandait l'attention. Il signalait le pouvoir. Il générait une certaine forme d'importance, mais il exposait aussi la vacuité au cœur d'un pouvoir qui n'existe souvent que pour la galerie. La façon dont les plafonds à la feuille d'or et le marbre importé peuvent sembler à la fois impressionnants et vides, beaux et étrangement dénués de sens. Le manoir a aussi révélé avec quelle facilité les intérêts publics et privés fusionnent une fois que la richesse atteint un certain niveau. La tentative de Marjorie de donner Mar-a-Lago au gouvernement a échoué, mais l'utilisation qu'en a faite Trump comme scène présidentielle a réussi, créant exactement le type de conflit que le don rejeté de Marjorie visait à éviter. L'édifice a mis à nu les failles des règles éthiques, des hypothèses de sécurité et des normes non écrites sur la conduite présidentielle et les limites de l'acceptable. Plus que tout, l'histoire de Mar-a-Lago a mis en lumière ce que les Américains choisissent de voir et ce qu'ils ignorent silencieusement. La saga des documents classifiés a déclenché une guerre politique intense. Mais les décennies de travail invisible qui ont maintenu le manoir en état de marche ont à peine effleuré le débat public. Les batailles juridiques sur la résidence de Trump ont fait les gros titres, mais la fragilité environnementale des domaines somptueux sur les îles Barrières n'a reçu que peu d'attention soutenue. Les commentateurs ont disséqué le prix des adhésions au club dans les moindres détails, tandis que les salaires et les conditions des travailleurs qui rendaient ce club possible étaient rarement examinés avec la même intensité. Ces schémas d'attention faisaient écho à des habitudes nationales plus larges. Le drame voyage vite. Le spectacle attire les caméras. Les affrontements entre puissants semblent urgents, car le pouvoir l'est toujours. Les questions structurelles lentes, qui fait quel travail pour combien, qui porte quel risque pour que d'autres puissent jouir de quel confort, étaient plus silencieuses, plus difficiles à transformer en indignation, plus faciles à laisser en arrière-plan. Mar-a-Lago était devenu un symbole, mais les symboles, par nature, aplatissent et déforment la réalité. Le manoir n'était ni simplement bon ni mauvais, ni seulement un monument au succès ou un temple de la corruption. Il était les deux, et aucun des deux. Un lieu complexe, avec un passé complexe qui refusait de se réduire à une signification unique et propre. La maison avait survécu à sa créatrice. Elle survivrait presque certainement à son propriétaire actuel. La question non résolue était de savoir ce qu'elle deviendrait ensuite, et si ce prochain chapitre serait façonné délibérément, ou s'il se produirait simplement par inertie, déterminé par quiconque aurait assez d'argent et d'ego pour le revendiquer. Les bâtiments ne choisissent ni leur propriétaire, ni leur rôle. Ce sont les hommes qui décident. Les décisions prises au sujet de Mar-a-Lago, le préserver, le réaffecter, le réguler, le condamner, ou simplement le laisser poursuivre son étrange existence hybride, en dirait long sur les valeurs et les priorités américaines. Le miroir était là, figé dans la pierre et le marbre. Le véritable test était de savoir si quelqu'un l'affronterait honnêtement, en voyant non seulement la version de l'Amérique qu'il préférait, mais le reflet complet. Les contradictions, les coups et les vraies personnes dont le labeur et la vie avaient été coulés dans chaque surface dorée et chaque sol poli. Responsabilité et perspective d'avenir. Regarder honnêtement ce reflet n'était que la première étape. La question la plus difficile restait « Que faire de ce que l'on voit ?» Mar-a-Lago existait à l'intérieur d'un cadre juridique et éthique qui n'avait jamais été conçu pour un lieu pareil. Un ancien président possédant une propriété commerciale tout en faisant potentiellement campagne pour un nouveau mandat créait des conflits que les règles existantes pouvaient à peine décrire et encore moins réguler. Un club social privé ayant servi de lieu présidentiel se situait dans une zone grise entre affaires et État, entre loisirs et fonctions officielles, qu'aucune réglementation actuelle ne couvrait vraiment. Pourtant, les problèmes que Mar-a-Lago exposait n'étaient pas, dans le fond, liés à une seule maison ou un seul homme. Ils étaient structurels.
inscrits dans des systèmes qui traitaient la richesse extraordinaire comme automatiquement légitime et supposaient que le succès financier signalait la vertu, la compétence ou la destinée. L'histoire du manoir pointait plusieurs domaines où la société américaine pourrait devoir repenser ses présupposés. Premièrement, la relation entre richesse et pouvoir politique exigeait un regard plus clair et plus honnête. Le fait que l'adhésion à Mar-a-Lago offrit, selon les rapports, une proximité avec un président en exercice n'était pas un bug du système. C'était un exemple extrême de la façon dont l'argent achète routinièrement l'accès. Dons de campagne, lobbying, budget, financement de think tanks, porte tournante entre les régulateurs et les industries qu'ils surveillent, tous sont des canaux par lesquels la richesse se transforme en influence. Mar-a-Lago a simplement rendu le processus plus littéral et plus visible. Réparer cela nécessiterait des changements structurels, pas seulement de l'indignation, des règles éthiques plus strictes avec du mordant, des mécanismes d'application portant de réelles conséquences, des exigences de transparence exposant qui a rencontré qui, où et dans quel but. Cela signifierait reconnaître que la proximité avec le pouvoir est en soi un actif précieux, que l'accès est une forme de monnaie et que permettre qu'il soit ouvertement acheté crée un système où le gouvernement penche inévitablement vers ceux qui peuvent payer le prix d'entrée. Deuxièmement, le traitement du travail nécessitait une reconnaissance plus juste. Chaque manoir, chaque complexe de luxe, chaque étalage de richesse soigneusement orchestré reposait sur le travail de personnes dont les contributions étaient routinièrement sous-évaluées et invisibles. Les batailles publiques autour de Mar-a-Lago étaient mises en scène autour de la propriété, de la loi et du symbolisme, tandis que les travailleurs qui maintenaient le bâtiment en fonction n'apparaissaient presque pas dans l'histoire. Cette invisibilité faisait partie du design. Elle soutenait le fantasme réconfortant selon lequel la richesse se crée elle-même, que le luxe jaillit naturellement du talent et de l'effort plutôt que de l'extraction organisée de la valeur du temps et du corps des autres. Faire entrer les travailleurs dans le cadre, connaître leurs noms, comprendre leurs horaires et leurs protections, s'assurer qu'ils reçoivent un salaire juste et une dignité fondamentale exigerait d'admettre des vérités inconfortables sur la façon dont le confort américain est réellement produit et qui en porte le poids. Troisièmement, la préservation et la vocation des propriétés historiques devaient être repensées. Mar-a-Lago était architecturalement significatif, indépendamment de son bagage politique. Les tuiles espagnoles de Marjorie, les plafonds sculptés, les choix de conception excentriques mais méticuleux, tout cela avait une véritable valeur culturelle et historique. Mais cette valeur était verrouillée derrière des frais d'adhésion et des grilles de sécurité, accessibles principalement à ceux capables de signer de très gros chèques. Il existait d'autres voies à travers le pays. Des demeures historiques avaient été transformées en musées, en sites éducatifs, en archives et en espaces publics. Ces conversions reconnaissaient que certains bâtiments comptent au-delà de leur rôle d'actifs privés, que leurs histoires appartiennent à plus de gens qu'aux seuls détenteurs de l'acte de propriété à un moment donné. Mar-a-Lago pourrait, en théorie, raconter des histoires sur l'âge d'or, sur l'architecture comme automythologie, sur le travail et la classe sociale, sur la collision entre richesse et démocratie. Réaliser cela demanderait une volonté politique qui n'existe pas encore, mais Mar-a-Lago ne restera pas éternellement tel qu'il est. Par la vente, l'héritage, un jugement légal ou même les tempêtes et la montée des eaux, son statut finira par changer. Planifier ce changement, penser au-delà de la simple transmission au prochain milliardaire pourrait ouvrir la porte à des usages servant plus que quelques centaines de membres de club. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus fondamental, les Américains avaient besoin de manière plus nuancée de penser la richesse elle-même. L'habitude de considérer les grandes fortunes comme une preuve irréfutable de mérite, comme un gage d'intelligence, de discipline ou de valeur morale, a longtemps obscurci une réalité bien plus désordonnée. La richesse n'est presque jamais une génération spontanée. Elle naît d'un mélange d'héritage, de timing, de réseaux préexistants, du travail d'autrui, d'infrastructures publiques, de protection juridique et, oui, parfois, d'un talent authentique et d'un travail acharné. Mais jamais de ces deux seules choses. Marjorie a hérité d'un empire céréalier. Trump a hérité de millions et d'un réseau immobilier paternel. Aucun des deux n'est parti de rien, bien que tous deux se soient appuyés sur des variantes de ce mythe.
Ces mythes importent car ils transforment l'inégalité en une pièce de théâtre moral, la faisant paraître méritée, naturelle, presque inévitable, au lieu d'être le produit de choix politiques, d'avantages historiques et de l'accumulation des privilèges. Des récits plus honnêtes sur la richesse, des histoires qui incluraient les héritages, les codes fiscaux, les lois foncières, la race, le genre, le statut migratoire et la simple chance n'effaceraient pas l'inégalité. Mais il pourrait ouvrir un espace pour se demander si la distribution actuelle des ressources sert réellement le pays, ou si d'autres arrangements pourraient mieux fonctionner pour le plus grand nombre. Aucune de ces conversations n'est facile. Elles remettent en cause des récits américains profondément enracinés sur l'individualisme, la méritocratie et la beauté morale de l'accumulation. Elles demandent aux bénéficiaires du système actuel d'admettre que le jeu n'a jamais été purement équitable, que le succès personnel repose sur des structures que beaucoup d'autres n'ont jamais eu la chance d'utiliser. Mar-a-Lago ne peut forcer personne à avoir ces conversations, mais son histoire offre des portes d'entrée concrètes, des exemples spécifiques et indéniables qui rendent visible l'abstrait. Qui obtient l'accès et pourquoi? Qui fait le travail et pour combien? Comment la puissance publique et la richesse privée s'entrelacent-elles à l'intérieur d'un même mur? La question reste de savoir si les Américains utiliseront ces points d'entrée ou s'ils continueront de se battre sur des symboles tout en laissant les structures sous-jacentes, celles que Mar-a-Lago a si clairement exposées, exactement telles qu'elles sont. Les vagues sur le même mur. Les structures survivraient aux arguments, tout comme le manoir avait survécu à ses bâtisseurs. L'aube a atteint Mar-a-Lago comme elle le fait depuis près d'un siècle. La lumière s'est répandue sur l'Atlantique, touchant d'abord les vagues, puis le sable, et enfin la digue qui sépare l'océan de la propriété. Ce même mur que des ouvriers avaient coulé et empilé dans les années 1920, réparé après les tempêtes, rapiécé et renforcé encore et encore, mais jamais changé dans sa fonction première, retenir l'eau qui sans lui reprendrait la terre. L'océan est patient, il sait attendre. À l'intérieur du manoir, les routines quotidiennes ont repris une fois de plus. Les gardes de sécurité ont changé de quart. Le personnel de cuisine est arrivé pour préparer le petit déjeuner. Les ouvriers de maintenance ont vérifié des systèmes qui nécessitent une surveillance perpétuelle. Le bâtiment exigeait des soins, comme il l'avait toujours fait, comme il le ferait toujours. Cette continuité était peut-être la vérité la plus claire au sujet de Mar-a-Lago. Sous les controverses et le symbolisme, sous les luttes politiques et les dépôts de plaintes, il restait une structure physique qui ne survivait que grâce au labeur physique. Les gros titres changeaient, les propriétaires finiraient par changer. Le sens attaché au lieu montait et descendait au gré des tempêtes culturelles. Mais le travail pour le maintenir debout continuait, effectué par des gens dont les noms n'apparaîtraient jamais dans les livres d'histoire, dont les perspectives ne façonneraient pas les récits, mais dont l'effort quotidien rendait toute autre histoire possible. Ces travailleurs comprenaient quelque chose qui échappait souvent aux observateurs. Les bâtiments ne concernent pas vraiment les noms sur les actes de propriété, ni même les architectes sur les plans. Les bâtiments sont une négociation permanente entre l'effort humain et la réalité physique. La pierre s'effrite, la peinture s'écaille, le câblage flanche. Les jardins sont étouffés par les mauvaises herbes si personne ne s'en occupe. La survie du manoir ne dépendait pas de grandes visions ou de moments dramatiques, mais de tâches calmes et répétitives. Remarquer ce qui commençait à casser et le réparer, jour après jour, année après année, décennie après décennie. Marjorie comprenait cela, du moins en partie. Elle engageait du personnel, finançait l'entretien, payait pour la restauration. Mais elle voyait ces choses comme un moyen parvenant à une fin, le prix à payer pour garder son rêve intact. Elle ne saisissait pas pleinement, ou ne voulait pas saisir, que le travail était la substance, et le rêve, le reflet. La réalité du bâtiment était le labeur qui le soutenait. Tout le reste n'était que projection sur cette surface. Trump le comprenait différemment, mais pas plus profondément. Il traitait le manoir comme un actif, une marque, un décor de théâtre. Il savait qu'il nécessitait de l'entretien, mais il cadrait cela comme des frais généraux, un coût à minimiser. Jamais comme l'activité centrale donnant au lieu son sens réel. Sa relation à Mar-a-Lago était extractive. Que pouvait-il faire pour lui? Comment pouvait-il amplifier son image? Quelle valeur pouvait-il en tirer avant de passer à autre chose? Aucune de ces vues n'honorait pleinement ce qu'était réellement le bâtiment.
Une longue collaboration continue entre ceux qui l'ont imaginé, ceux qui l'ont bâti, ceux qui l'ont fait tourner, et les forces naturelles, vent, eau, soleil, sel, qui testaient constamment combien de temps l'effort humain pourrait tenir la ligne. L'océan continuait de pousser contre la digue. Le changement climatique accélérait l'érosion le long des côtes de Floride. Le niveau de la mer montait, centimètre par centimètre, documenté et mesurable. Les tempêtes devenaient plus fortes. D'ici quelques décennies, peut-être quelques années, Mar-a-Lago pourrait faire face à une menace existentielle réelle, non pas venue de la politique ou des tribunaux, mais de la physique. L'eau qui monte, la terre qui s'affaisse. L'instabilité fondamentale de bâtir des structures élaborées sur d'étroites îles barrières dans un climat instable. Cette menace était démocratique d'une manière que les conflits humains ne le sont pas. L'océan se moquait des valeurs immobilières, des slogans politiques ou de l'importance historique. Il viendrait pour Mar-a-Lago comme il était venu pour les modestes cottages et les plages publiques, testant chaque fondation, trouvant chaque faiblesse, réclamant tout ce qui ne pourrait être défendu. À un moment donné, la digue cédera. Peut-être pourra-t-elle être reconstruite, rehaussée, blindée par une nouvelle ingénierie. Peut-être la technologie retardera-t-elle l'échéance, ou peut-être pas. Peut-être que les générations futures regarderont des photographies de Mar-a-Lago comme on regarde aujourd'hui les images de villes côtières disparues, de belles cités désormais parties, reprises par des forces plus grandes que la richesse ou la volonté d'un individu. Si cette perte survient, elle enseignera des leçons que les scandales politiques n'ont jamais pu offrir. Elle montrera que la grandeur est temporaire, que le pouvoir a des limites, que la nature opère à des échelles qui rendent le drame humain minuscule. Ce même océan qui rendait les vues de Mar-a-Lago inestimables se révélerait plus fort que les murs construits pour les encadrer. Mais cela, c'est le futur. Le présent offrait des leçons plus silencieuses, disponibles pour quiconque voulait bien regarder. La leçon de la continuité, le travail continu, quels que soient les gros titres. L'effort ordinaire soutient les lieux extraordinaires. C'est la maintenance, et non le spectacle qui empêche le monde de s'effondrer. La leçon de la complexité, les lieux détiennent plusieurs vérités à la fois. Un seul bâtiment peut être beau et compromis, admirable et troublant, et l'histoire n'est jamais assez simple pour tenir proprement dans le récit d'un seul camp. La leçon de la conséquence, les choix privés ont des effets publics. L'ambition personnelle façonne la réalité collective. Le passé n'est pas scellé en sécurité derrière nous, mais tissé dans le présent, guidant ce qui semble possible et ce qui semble inévitable. Aucune de ces leçons ne requiert d'expertise pour être comprise. Elle ne demande que de l'attention. La volonté de voir Mar-a-Lago non pas juste comme un symbole pour gagner un argument, mais comme un lieu réel avec un passé réel, construit par des gens réels, maintenu par un labeur réel, assis dans un environnement réel qui décidera ultimement combien de temps il pourra demeurer. Ce que nous choisissons de retenir. L'attention était un choix, et les choix sur ce qu'il faut retenir façonneraient l'héritage du futur. L'histoire de Mar-a-Lago serait racontée et re-racontée. Mais quelle version perdurerait ? Serait-ce le conte de l'ambition sociale de Marjorie ? Une femme bâtissant un palais pour prouver sa valeur ? Serait-ce la transformation du domaine par Trump en une scène politique ? La Maison Blanche d'hiver qui finit par exister, mais généra plus de controverses que de prestige ? Serait-ce la saga des documents classifiés, des boîtes dans une salle de bal, le moment où un manoir devint une pièce à conviction dans une poursuite fédérale ? Ou serait-ce quelque chose d'autre ? Une version qui inclurait tous ses fils mais refuserait d'en couronner un seul comme étant toute la vérité. Le danger avec les lieux symboliques est qu'ils deviennent des conteneurs pour toutes les significations que les gens ont besoin qu'ils portent. Mar-a-Lago pouvait représenter l'excès américain ou la réussite américaine, la corruption ou l'entrepreneuriat, la division de classe ou l'opportunité. Chaque lecture pouvait se défendre à grand renfort de faits choisis. Chacune servait des objectifs politiques ou idéologiques particuliers et chacune, à sa manière, dissimulait autant qu'elle révélait. Une mémoire honnête exigeait de résister à cet aplatissement, d'insister sur le fait que les lieux portent en eux des vérités multiples, même lorsque ces vérités s'entrechoquent ou rendent les jugements simples impossibles. Mar-a-Lago était à la fois un chef-d'œuvre architectural remarquable et un monument à l'inégalité.
C'était à la fois une propriété sauvée de la décrépitude et un véhicule pour mélanger devoirs publics et profits privés. C'était un lieu de travail pour des centaines d'employés et un symbole brandi dans des luttes politiques nationales. Toutes ces choses étaient vraies simultanément. L'accepter demandait d'apprendre à tenir les contradictions sans se précipiter pour les résoudre, de vivre avec la complexité sans la forcer dans une leçon morale bien rangée. Les archives historiques préserveraient certains faits bruts, dates de construction, chaînes de propriété, détails de conception, dossiers judiciaires. Mais les faits, à eux seuls, ne constituent pas la compréhension. La compréhension nécessitait du contexte, de l'interprétation, et une volonté de poser des questions inconfortables. Quelles histoires ont été enregistrées et lesquelles manquent? Quelles voix ont été amplifiées et lesquelles ont été mises en sourdine? Les ouvriers qui ont bâti et entretenu Mar-a-Lago méritent leur place dans ce récit, non comme éléments de décor, mais comme des figures centrales dont le labeur fut aussi essentiel que l'esquisse de n'importe quel architecte ou le rêve de n'importe quel propriétaire. Leurs noms, lorsqu'ils pouvaient être retrouvés, devaient être inscrits. Leurs conditions de travail, décrites. Leurs perspectives, lorsqu'elles pouvaient être partagées en toute sécurité, devaient siéger aux côtés de celles des présidents, des héritières et des promoteurs. Le cadre environnemental méritait une attention égale. Mar-a-Lago ne flottait pas dans le vide. Il reposait sur une île barrière dépendante d'écosystèmes fragiles, exposés à la montée des mers et à des tempêtes plus violentes. La décision d'élever des structures permanentes élaborées dans de tels lieux reflétait des présupposés sur le contrôle humain de la nature qui devenaient moins crédibles à chaque saison des ouragans. Les historiens du futur pourraient en juger l'ensemble de ce modèle, non seulement Mar-a-Lago, mais la culture plus large de la construction de luxe côtière qu'il symbolisait, comme fondamentalement erronée. Un refus d'accepter les limites physiques que le changement climatique finirait par imposer. Les systèmes économiques qui ont rendu Mar-a-Lago possible méritaient aussi un examen minutieux. La fortune de Marjorie provenait de la transformation alimentaire. Une industrie enracinée dans le travail agricole et les marchés de consommation de masse. L'argent de Trump venait de l'immobilier. Une industrie étroitement liée aux banques, à la politique fiscale, aux lois de zonage et à une longue histoire de discrimination raciale et de ségrégation. Aucune de ces fortunes ne fut une génération spontanée. Toutes deux reposaient sur des structures plus larges, des cadres juridiques et le travail d'autrui. L'histoire honnête nomme ces structures au lieu de répéter les mythes du génie solitaire et autodidacte. Les significations culturelles du manoir continueraient de muter. Ce qui semblait crucial au début des années 2020 pourrait paraître mineur, voire déroutant, aux observateurs du début des années 2070. Les tempêtes politiques qui ont rendu la propriété infâme s'estomperaient à mesure que leurs acteurs principaux quitteraient la scène et que de nouvelles controverses prendraient leur place. Mais le bâtiment lui-même, s'il survivait, demeurerait. Un artefact physique de l'ambition du début du XXe siècle et du conflit du début du XXIe, stratifié de significations que chaque génération revisiterait et réviserait. Cette réinterprétation constante était inévitable. La vraie question était de savoir si elle serait soigneuse ou négligente. Si les futurs Américains feraient le travail difficile de comprendre le contexte et la complexité, ou s'ils projetteraient simplement leurs propres anxiétés vers le passé, tordant l'histoire pour l'adapter aux besoins du présent sans égard pour les réalités d'autrefois. L'éducation offrait l'un des rares remparts contre une interprétation paresseuse. Si Mar-a-Lago devenait un jour un musée ou un site historique, c'est possible, bien que loin d'être garanti, il pourrait porter plusieurs leçons à la fois. Les visites architecturales pourraient côtoyer l'exploration de l'histoire ouvrière. Les conversations sur la beauté et l'artisanat pourraient se dérouler parallèlement aux discussions sur la classe sociale, la race et l'inégalité. L'admiration pour le design n'aurait pas à effacer la reconnaissance lucide de qui a bénéficié de ce design et qui l'a payé. Mais l'éducation exige de l'argent, des institutions et un soutien politique dont aucun n'est automatique. Il était tout à fait plausible que Mar-a-Lago reste indéfiniment entre des mains privées. Son histoire, façonnée par quiconque le posséderait ensuite, ses significations filtrées par des besoins marketing plutôt que par l'honnêteté historique. Ce résultat ne serait pas uniquement mauvais, mais ce serait une occasion manquée, une décision de laisser un outil pédagogique puissant enfermé dans un club privé.
En fin de compte, le choix appartenait collectivement aux Américains, même s'il s'exprimait par les actions de quelques-uns. Le choix ne concernait pas seulement le sort de Mar-a-Lago, mais quel genre de pays ils voulaient soutenir, ce qu'ils souhaitaient honorer, ce qu'ils étaient prêts à remettre en question, quel héritage ils espéraient laisser derrière eux. Les bâtiments renvoient ces choix aux gens qui les ont faits. Mar-a-Lago, quoi qu'il pût être par ailleurs, était un miroir montrant aux Américains des choses sur eux-mêmes. Certaines flatteuses, d'autres dérangeantes, toutes révélatrices. Que quiconque apprenne de ce reflet dépendait entièrement de l'honnêteté avec laquelle il était prêt à regarder. Au-delà de Mar-a-Lago, un motif, pas une exception. La volonté de regarder vraiment ne s'arrêtait pas à une seule propriété. Mar-a-Lago n'était pas unique. À travers les États-Unis, des histoires similaires s'étaient jouées dans différents bâtiments, avec différents propriétaires, mais selon des motifs étrangement constants. L'âge d'or a laissé derrière lui des douzaines de vastes domaines. Les maisons Vanderbilt, Hearst Castle, les manoirs du Pont. Chacun un monument à la richesse individuelle. Chacun bâti par des ouvriers dont les noms ont rarement survécu. Chacun incarnant des présupposés sur la classe et le pouvoir qui ont profondément façonné la vie américaine. Beaucoup de ces propriétés sont finalement devenues des musées ou des parcs publics, de Breakers à Newport, Biltmore, en Caroline du Nord, Vizcaya à Miami. Tous servent aujourd'hui des rôles éducatifs, racontant leurs histoires avec des degrés variables d'honnêteté sur le labeur qui les a créés et l'inégalité qu'ils incarnaient. Mar-a-Lago restait différent, principalement parce qu'il demeurait entre des mains privées et s'était enchevêtré dans la politique moderne. Mais les questions profondes qu'il soulevait sur la richesse concentrée, le travail exploité et la tension entre propriété privée et intérêt public n'étaient pas propres à un seul manoir. Elles étaient intégrées dans le capitalisme américain lui-même. Les mêmes dynamiques réapparaissaient ailleurs. Les milliardaires de la technologie érigeaient des complexes isolés à Hawaï ou dans le Montana. Leurs domaines tentaculaires déplacèrent les communautés locales et consommaient terre et eau, tout en n'offrant que peu de bénéfices publics directs. Les cadres de la finance entretenèrent de multiples résidences, chacune exigeant un personnel dont les salaires représentaient une fraction infime de la valeur des propriétés qu'ils servaient. La relation fondamentale entre la richesse extrême et le reste du monde n'avait pas fondamentalement changé depuis l'ère de Marjorie. Elle avait simplement adopté de nouvelles formes, de nouveaux paysages, de nouvelles justifications. Pour vraiment comprendre l'histoire de Mar-a-Lago, il fallait la voir comme une partie de ce vaste motif. Le manoir n'était pas une anomalie bizarre, mais un exemple clair, une étude de cas sur la façon dont la société américaine s'organise autour de la richesse, qui gagne à cette organisation et qui en absorbe le coût. Cette reconnaissance a des conséquences pour la prochaine fois qu'une propriété controversée fera les gros titres, et il y aura une prochaine fois. Les questions attendent déjà. Qui l'a construite? Dans quelles conditions? Pour quel salaire? Qui l'a fait tourner? Quel fardeau public découle de ce luxe privé? D'où vient la fortune du propriétaire? Quels systèmes ont permis cette accumulation? Quels besoins la propriété sert-elle en fin de compte? Ces questions s'appliquent autant aux nouveaux développements qu'aux anciens domaines, aux résidences privées qu'aux projets commerciaux, aux avoirs domestiques qu'à l'immobilier outre-mer. Les détails changent, mais la logique sous-jacente reste familière. Une richesse concentrée dans quelques mains, utilisant des ressources qui auraient pu servir au grand nombre, produisant des espaces magnifiques ou impressionnants où la plupart des gens n'entreront jamais, dépendant d'un travail systématiquement sous-payé et rarement reconnu. Posez ces questions, encore et encore. Refuser d'être aveuglé par le marbre et les lustres, rester concentré sur les coûts humains et environnementaux sous le spectacle, est une discipline qui s'étend bien au-delà de Mar-a-Lago. Cela exige du scepticisme envers la richesse. Non pas une condamnation automatique, mais une curiosité réelle sur l'origine de l'argent et ce qu'il accomplit. Cela exige une attention au pouvoir, non seulement dans les élections et la législation, mais dans la propriété foncière, l'influence sur les marchés et l'accès aux décideurs clés. Cela exige une capacité rare, celle de percevoir simultanément la beauté et le préjudice, d'admirer la virtuosité de l'artisanat tout en nommant l'exploitation qu'il recouvre, de reconnaître que les créations humaines sont presque toujours impures, jamais totalement nobles ni absolument corrompues. Cette analyse est ardue. Il est bien plus aisé de louer le succès sans réserve ou de le dénoncer en bloc.
Plus confortable de choisir un camp et de le défendre que de s'asseoir avec l'ambiguïté et la contradiction. Mais les récits faciles engendrent des compréhensions superficielles. Et la superficialité permet au même schéma de se répéter encore et encore dans de nouveaux décors, car personne n'a vraiment tiré les leçons du passé. Mar-a-Lago offre une chance d'apprendre pour qui veut bien la saisir. Son arc narratif, long de près d'un siècle, renferme des leçons sur l'ambition et la démesure, sur le travail et le luxe, sur l'intersection entre propriété privée et intérêt public, et sur la façon dont les édifices reflètent et façonnent les sociétés qui les entourent. Ces leçons voyagent bien. Elles peuvent s'appliquer à d'innombrables autres projets, décisions et débats. Mais les leçons ont besoin d'élèves. Elles exigent d'admettre que la réalité est plus complexe que les éléments de langage partisan, que nos présupposés chéris peuvent être incomplets ou faux, et que les systèmes dont nous profitons peuvent aussi être injustes. Cela requiert de la patience pour saisir le contexte et assez de résilience pour affronter des vérités inconfortables au lieu de les repousser. Savoir si les Américains possèdent collectivement cette patience et cette résilience reste une question ouverte. Les joutes verbales assourdissantes autour de Mar-a-Lago suggèrent le contraire. Elles indiquent que la loyauté partisane et l'identité de clan noient souvent la nuance, que beaucoup préfèrent des récits bien rangés à des réalités désordonnées, que le manoir est plus souvent utilisé comme une arme rhétorique que comme un objet d'étude sérieux. Mais la conversation publique n'est pas une fatalité. Les choix individuels comptent encore. Chaque personne qui rencontre l'histoire de Mar-a-Lago, à travers les reportages, les documentaires, les livres ou un aperçu fugace depuis Palm Beach, prend des décisions sur ce qu'elle remarque, ce qu'elle questionne et ce qui lui importe. Ces petites décisions, multipliées par des milliers ou des millions d'individus, finissent par façonner la manière dont une société se comprend elle-même et ce qu'elle décide de changer ou de préserver. Le manoir ne peut forcer ses décisions. Il ne peut que rester là où il a toujours été. Son histoire est visible pour quiconque prend la peine de la retracer. Les motifs sont là. Les leçons sont là. La seule question restante est ce que les gens choisiront de faire de ce qu'ils voient. Le choix qui nous fait face. Ce choix était immédiat et il n'allait pas disparaître. L'histoire de Mar-a-Lago était toujours en mouvement. Les affaires judiciaires progressaient devant les tribunaux. Les combats politiques muaient. Le bâtiment lui-même continuait de vieillir, réclamant des réparations. L'océan gagnait du terrain, année après année. La suite allait naître des décisions prises en ce moment même. Aujourd'hui, dans les salles d'audience et les commissions du Congrès, dans les bureaux de rédaction et les sections de commentaires, dans les discussions entre voisins et les disputes autour des tables de cuisine, ces décisions révèlent discrètement ce que les Américains valorisent réellement. La transparence ou la vie privée, la responsabilité ou la déférence envers la richesse, l'intérêt public ou le droit de propriété absolue. Aucun de ces choix n'est simple. Des gens raisonnables peuvent être en désaccord, mais ces questions comptent car elles forcent à révéler des priorités qui restent habituellement tacites. Le manoir posait aussi une question plus intime, plus personnelle, à quiconque croisait son histoire. Quelle relation vouliez-vous entretenir avec la richesse et le pouvoir ? Vouliez-vous les applaudir sans hésitation ? Rêver de les rejoindre ? Les défendre comme la preuve de ce que le travail acharné peut accomplir ? Vouliez-vous les rejeter catégoriquement ? Ne voir que l'exploitation dans l'excès, aplatir le monde en méchants et victimes ? Ou vouliez-vous quelque chose de plus difficile ? Voir clair, admettre à la fois la réussite et le préjudice, tenir plusieurs vérités dans votre tête simultanément sans les effondrer en un verdict unique et facile. Cette dernière posture est la plus exigeante et la plus honnête. Elle demande de l'effort et un peu d'humilité. Elle troque la certitude réconfortante contre une véritable compréhension, les conclusions nettes contre de meilleures questions, l'indignation rapide contre un engagement durable. Mar-a-Lago méritait ce genre d'attention. Non pas parce que le bâtiment lui-même serait sacré ou parce que son histoire serait unique en son genre, mais parce qu'il était là, juste devant tout le monde. Un exemple concret rendant visible de grands problèmes abstraits. Un morceau d'immobilier où de multiples fils de la vie américaine, classe, race, politique, travail, environnement, médias, se croisaient dans un espace incroyablement dense. Le manoir se dresse toujours sur ses 7 hectares, portant près d'un siècle d'histoire accumulée, attendant que les Américains décident du sens qu'ils veulent lui donner.
Cette décision en dira finalement moins sur la maison que sur ceux qui la regardent, ce qu'ils remarquent, ce qu'ils balaient d'un revers de main, quelles leçons ils choisissent de prendre au sérieux et lesquelles ils choisissent d'ignorer. Les vagues continuent de frapper la digue. La structure tient pour l'instant. Et le temps avance, patient et implacable, laissant à chacun de moins en moins d'excuses pour prétendre que ce choix ne lui appartient pas.